Bonjour et bienvenue chez SBS Solutions. Merci pour votre participation à notre second webinaire. Il a à nouveau été réalisé par nos rockstars en Compensation and Benefits. Voici le déroulement de ce webinaire. Nous démarrons avec la présentation. À tout moment, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons avec plaisir à la fin du webinaire. Nous espérons que cette session sera enrichissante et vous donnera envie de vous lancer dans l'implémentation d'un budget mobilité au sein de votre société. Dans ce webinaire consacré au budget mobilité, nous allons aborder plusieurs éléments dont voici un aperçu. Nous allons commencer par le principe qui régit le budget mobilité. Ensuite, nous verrons les conditions d'éligibilité et conditions d'application. Après, nous détaillerons les 3 piliers qui composent le budget mobilité. Nous arriverons alors à l'aspect calcul avec la détermination du montant du budget ainsi que le calcul du TCO. Nous aborderons ensuite les aspects administratifs, la procédure d'information ainsi que les avantages pour l'employeur et le travailleur. Le budget mobilité a été introduit par la loi du 17 mars 2019 ainsi que par les adaptations législatives consécutives. Il a coexisté pendant quelques mois avec le système du cash for car, qui a été définitivement supprimé en 2021. À l'expiration du système cash for car, les employeurs qui utilisaient ce système avaient les alternatives suivantes. Soit revenir au bénéfice d'une voiture de société pour les travailleurs concernés, soit offrir une prime brute classique en compensation de l'allocation cash for car, soit basculer vers le budget mobilité. Ces alternatives devaient être effectives au plus tard pour le 1er janvier 2021. Aujourd'hui, seul le budget mobilité existe. Le budget mobilité permet aux collaborateurs d'échanger leur voiture de société ou leur droit à une voiture de société contre un budget à affecter librement dans un ou plusieurs piliers établis par la loi. Les 3 piliers sont: pilier 1, une voiture respectueuse de l'environnement. Pilier 2, des moyens de transport alternatifs respectueux de l'environnement et les frais de logement. Pilier 3, un paiement en espèces, c'est-à-dire du cash. L'employeur qui instaure le budget mobilité est tenu de proposer au minimum un choix dans le pilier 2 ainsi que le pilier 3. Nous allons voir en détail les 3 piliers par la suite. Il est donc bien possible d'instaurer un budget mobilité sans proposer le pilier 1. Le budget mobilité est assorti de plusieurs conditions d'éligibilité. Tout d'abord, l'employeur, pour pouvoir proposer un budget mobilité, doit avoir mis à disposition une ou plusieurs voitures de société à au moins un de ses collaborateurs pendant une période ininterrompue de minimum 36 mois. Il existe une exception pour l'employeur qui existe depuis moins de 36 mois. Dans ce cas, il peut proposer le budget mobilité à ses collaborateurs dès qu'au moins une voiture de société a été attribuée à au moins un collaborateur. Le travailleur éligible dans le cadre du budget mobilité est le travailleur qui bénéficie effectivement d'une voiture de société, c'est-à-dire qu'il dispose d'une voiture de société dans son contrat de travail. Un autre travailleur est également éligible, à savoir le travailleur ayant droit à une voiture de société. Dans ce cas, on entend le travailleur qui est éligible à l'octroi d'une voiture de société, mais qui a renoncé à en faire usage. On pense par exemple au travailleur qui n'a pas de permis de conduire ou au travailleur qui préfère utiliser les transports publics. Les voitures de société qui sont éligibles sont celles qui ne sont pas financées en tout ou partie par un remplacement ou une conversion du salaire ou d'autres avantages salariaux existants. Voici quelques conditions d'application pour le budget mobilité. L'employeur n'est pas tenu de proposer le budget mobilité à l'ensemble de ses travailleurs éligibles à ce système. Il peut établir des distinctions objectives
tels que le département du travailleur ou encore sa catégorie. Une distinction subjective comme le genre ou l'âge du travailleur est formellement interdite. Par exemple, si l'employeur ne souhaite pas que les sales bénéficient du budget mobilité parce qu'il ne souhaite pas offrir le pilier 1 et que la voiture de société est nécessaire dans le cadre de l'exercice de la fonction d'un sales, c'est OK. En revanche, si l'employeur souhaite offrir un budget mobilité à tout son personnel ayant entre 25 et 50 ans, ce n'est pas OK. Au plus tard, au moment de l'implémentation du budget mobilité, l'employeur doit communiquer les conditions d'application à l'ensemble de ses travailleurs. Il est à noter que le collaborateur ne peut jamais être obligé de rentrer dans le budget mobilité. Il lui est donc toujours possible de choisir le bénéfice de la voiture de société pour laquelle il est éligible. En conséquence, l'employeur doit rester prêt au maintien d'une flotte de véhicules de société. Nous allons à présent voir en détail les 3 piliers. Commençons par le pilier 1, à savoir une voiture de société respectueuse de l'environnement. Dans ce pilier, le collaborateur choisit entre une voiture électrique ou une voiture qui répond à une série de normes. La voiture choisie doit avoir une émission de CO2 de maximum 95 grammes par kilomètre. Attention sur ce point, à partir du 1er janvier 2026, plus aucune émission de CO2 ne sera acceptée. La norme d'émission pour les polluants atmosphériques doit correspondre au moins à la norme en vigueur pour les nouveaux véhicules ou à une norme ultérieure. Pour un véhicule hybride rechargeable, la capacité énergétique de la batterie électrique doit être au moins égale à 0,5 kWh par 100 kg de poids du véhicule. Pour ces 3 premiers critères, la voiture choisie doit obtenir un score au moins aussi bon que celui de la voiture échangée. Cette dernière condition ne s'applique donc pas si le travailleur ne disposait pas d'une voiture de société et qu'il a reçu son budget mobilité sur la base de son droit à une voiture de société. Il est à noter que le traitement social et fiscal des voitures du pilier 1 est identique à celui d'une voiture de société classique. Le pilier 2 concerne les moyens de transport alternatifs, respectueux de l'environnement et les frais de logement. Dans ce pilier, le collaborateur fait un choix parmi une série de moyens de transport durables, à savoir la mobilité douce, les transports en commun, le transport collectif organisé, les solutions de partage, les services de mobilité ou encore des remboursements assimilés aux moyens de transport durables, à savoir les frais de logement, les frais de parking et les indemnités kilométriques. L'employeur n'est pas tenu de proposer l'ensemble de ces alternatives dans le pilier 2. Il peut limiter ses propositions avec un minimum de 1 choix. Nous allons à présent détailler les différents éléments du pilier 2. Commençons par la mobilité douce. Par mobilité douce, on entend l'achat, la location, le leasing, le financement, l'entretien et ou l'équipement des moyens de transport repris dans le tableau que vous pouvez voir. Il y a les moyens de transport électriques ou non ne dépassant pas les 45 km/h. On entend par là les cycles tels que les vélos musculaires, vélos pliables, vélos de course, speed pédélec, etc. Mais aussi les autres engins de déplacement tels que trottinettes, monocycles, overboard ou encore les cyclomoteurs. La mobilité douce comprend également les motocyclettes à propulsion entièrement électrique, mais également les tricycles et quadricycles motorisés uniquement lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique et conçus pour le transport de personnes.
Spécifiquement pour les quadricycles, ils doivent également être équipés d'un habitacle fermé. La mobilité douce inclut également les leasing vélos et les frais de garage, c'est-à-dire tout frais engendré pour garer de façon couverte ou non, public ou privé, un moyen de transport qui a déjà été cité. Attention, ici, la notion de frais de garage est différente de celle qui a été abordée dans le webinaire relatif aux frais propres à l'employeur. Enfin, la mobilité douce reprend les équipements de protection du conducteur et de ses passagers, ainsi que les équipements augmentant la visibilité. On peut penser au casque vélo, gilets fluorescents ou autres équipements du genre. Un petit point d'attention pour les habits de protection contre la pluie, qui ne peuvent eux être pris en compte que s'ils favorisent également une meilleure protection et ou visibilité. Au sein du pilier 2, on retrouve également les transports en commun. Les transports en commun visés sont les abonnements ou titres de transport public pour le déplacement du travailleur ou des membres de sa famille vivant sous le même toit. Sont également visés les billets de transport en commun, tant en Belgique que dans l'espace économique européen. Un ticket vers Londres ne sera donc plus accepté. Les transports en commun éligibles au remboursement dans le cadre du budget mobilité sont les abonnements et billets des entreprises officielles de transport en commun, les déplacements en navette fluviale, les déplacements en bus intercity et les déplacements en train à grande vitesse. Par contre, les déplacements en avion ne sont pas éligibles. Nous retrouvons ensuite le transport collectif organisé, les solutions de partage et services de mobilité. Par transport collectif organisé, on entend le transport collectif organisé par l'employeur, un groupe d'employeurs ou des tiers. Par solution de partage, on vise toute forme de transport partagé, tels que le covoiturage, l'autopartage de voitures, scooters, vélos ou trottinettes appartenant à une flotte ou à des particuliers via achat, leasing ou location. Également, les services de taxi et services de location d'une voiture avec chauffeur, services de plateforme inclus. Et enfin, la location d'un véhicule sans chauffeur pour maximum 30 jours calendrier par an. Attention, à partir du 1er janvier 2026, les véhicules motorisés faisant l'objet d'un covoiturage, d'un autopartage ou d'un service de location de voitures avec chauffeur ne pourront plus avoir d'émissions de CO2. Par service de mobilité, on entend toutes les combinaisons de moyens de transport durables qui ont été énumérées juste avant. Nous arrivons aux frais de logement, qui sont sans doute l'élément le plus intéressant du pilier 2 du budget mobilité. Par frais de logement, on entend les loyers et les intérêts et amortissements du capital de prêt hypothécaire du domicile du travailleur situé dans un rayon de 10 km du lieu habituel de travail. Par la notion de 10 km, on entend une distance à vol d'oiseau. Il ne s'agit donc pas de la distance réelle à parcourir entre les deux endroits, mais bien de la distance théorique la plus courte. Actuellement, les frais de logement sont majoritairement remboursés aux télétravailleurs qui prestent à domicile à raison de 60% de leur temps de travail. En effet, si le travailleur est en télétravail pour plus de 60% de son temps de travail, son domicile peut alors être considéré comme son lieu de travail habituel. Dans ce cas, le lieu habituel de travail sera vérifié chaque mois civil et les frais de logement relatifs au mois ne seront validés que si les critères
sont respectés pour le mois en question. Attention, il n'est pas possible de financer 2 fois le loyer ou les intérêts d'emprunt hypothécaire et amortissement du capital avec un budget mobilité. Il est par contre possible de financer les frais de logement au moyen de plusieurs budgets mobilité. Ainsi, nous conseillons à l'employeur de faire signer une attestation sur l'honneur au travailleur. Cette attestation permettra de confirmer que les frais de logement ne sont pas déjà financés par un autre budget mobilité ou que les frais de logement sont déjà financés par un autre budget mobilité, tout en précisant la proportion. Parcourons maintenant les frais de parking. Il s'agit uniquement des frais ou abonnements de parking achetés en combinaison d'un abonnement de transport. L'indemnité vélo, il s'agit d'une indemnité pour les kilomètres parcourus en vélo dans la mesure où le vélo est effectivement utilisé pour les trajets domicile-lieu de travail. L'indemnité ne dépasse pas 0,35 € par kilomètre en 2024. Si la commission paritaire impose un remboursement kilomètre minimum, ce minimum doit être également respecté. Si cette double condition n'est pas respectée, l'indemnité vélo sera considérée comme un avantage salarial soumis aux cotisations sociales et à l'impôt. Prime pour les piétons, il s'agit d'une indemnité pour les kilomètres parcourus à pied pour les déplacements à pied du domicile au lieu de travail. Les déplacements purement privés effectués à pied ne sont pas concernés. Son montant est égal au montant de l'indemnité vélo. Cette prime couvre également les déplacements domicile-lieu de travail en trottinette, overboard, patin à roulettes, etc. Remarque, cette prime est créée uniquement dans le cadre du budget mobilité. Les déplacements domicile-lieu de travail effectués à pied ou en trottinette en dehors du budget de mobilité ne sont pas concernés. Passons maintenant au pilier numéro 3. Le pilier numéro 3 est constitué par le solde du budget après les dépenses effectuées dans les piliers 1 et ou 2. Ce solde est versé une fois par an et est diminué d'une cotisation spéciale de 38,07%. Le paiement a lieu au plus tard avec le salaire du mois de janvier de l'année suivante. La cotisation contribue à la constitution de droits sociaux, comme les droits à pension, à l'exception du droit aux vacances annuelles. Comment déterminer le montant du budget mobilité? Le budget mobilité est un montant annuel octroyé en fonction du nombre de jours calendriers pendant lesquels le travailleur a participé au système du budget mobilité au cours de l'année civile considérée. Le minimum et le maximum depuis le 1er janvier 2022, des limites inférieures et supérieures ont été fixées pour la détermination du budget mobilité, à savoir un minimum de 3 000 € par an. Si le TCO calculé est inférieur à 3 000 € par an, alors le budget effectivement octroyé sera de 3 000 €. Le maximum a été fixé à 16 000 € par an. Une mesure anti-abus a été également mise en place. Le budget mobilité ne peut jamais excéder 1/5 de la rémunération annuelle brute totale du travailleur. Voyons maintenant le choix de la voiture de référence. L'employeur fait le choix de calculer le montant du budget mobilité, soit par travailleur individuel, en fonction de la voiture et de la consommation de carburant réelle de chaque travailleur pris individuellement, pour autant que la consommation de carburant soit comprise dans le paquet du travailleur, soit par catégorie de travailleurs sur base de la voiture de référence applicable à la catégorie de fonction à laquelle le travailleur appartient. Le choix de l'employeur doit être appliqué à l'ensemble des travailleurs concernés par le budget mobilité et reste valable pour une période de 3 ans. À l'échéance de ces 3 ans, l'employeur peut décider d'opter pour l'application d'une autre méthode. Toutefois, les accords déjà conclus resteront alors pleinement en vigueur.
Le montant du budget mobilité correspond au TCO. Le TCO, c'est le Total Cost of Ownership de la voiture de référence, c'est-à-dire le coût annuel brut de la voiture de société pour l'employeur, plus les charges fiscales et parafiscales, plus les coûts afférents à la voiture conformément à la politique relative aux voitures de société, comme les coûts de financement, le prix du leasing ou de la location, les frais de carburant et la cotisation de solidarité. Quelques cas particuliers. Si la voiture de société est la propriété de l'employeur, les coûts liés au financement, donc le prix du leasing ou de la location, sont remplacés par un amortissement annuel de 20%. Si le travailleur prend en partie en charge le coût de l'utilisation à des fins privées de sa voiture de société, le montant de sa contribution personnelle est déduit de son budget mobilité. Il existe deux formules officielles pour estimer le TCO, la formule des coûts réels et la formule forfaitaire. Notez que les frais de déplacement professionnel peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul du TCO. Cette décision revient à l'employeur. Si ces coûts ne sont pas inclus dans le TCO, ils doivent alors être payés en plus du budget de mobilité. Voici le détail de la formule des coûts réels. La méthode est basée sur des frais réels, c'est-à-dire la moyenne des coûts bruts annuels de la voiture de société mise à disposition à laquelle le travailleur renonce sur la base des 4 dernières années civiles. Exception, si la voiture a été mise à disposition il y a moins de 4 ans, la moyenne sera calculée sur l'ensemble de la période de mise à disposition. Remarque, aucun autre frais ne peut être pris en compte. Si certains frais sont déjà comptabilisés via le contrat de leasing ou de location, ils ne peuvent pas être imputés une seconde fois. Ces frais peuvent entrer en considération que si la politique en matière de voitures de société prévoit leur financement. Les avantages de la méthode des frais réels sont répartir l'impact des éventuels coûts exceptionnels liés à la voiture et d'éviter la prise en compte d'une seule année non représentative telle qu'une année particulièrement faible en dépenses. Voici la liste exhaustive des frais réels reprise dans la circulaire relative au budget mobilité. L'amortissement annuel de 20% du coût de la voiture de société respectueuse de l'environnement, compte tenu des options et accessoires facturés ainsi que des remises accordées. Intérêt des capitaux empruntés, frais de location ou de leasing, frais de carburant et d'électricité, frais d'administration de la carte essence ou de la recharge électrique, l'amortissement annuel de 20% du prix de la borne de recharge et de son installation, les frais d'entretien et de réparation de la borne de recharge, les frais de gestion de la borne et du câble, les frais de péage et de stationnement, les frais de lavage, d'entretien et de réparation, les frais d'une voiture de remplacement en cas de besoin, les frais de mise en état de marche du véhicule, les frais de remplacement, de changement et stockage des pneus, les frais d'expertise lors de la restitution du véhicule en fin de contrat ou lors d'un changement de conducteur, les frais de réparation inventoriés lors de la restitution du véhicule en fin de contrat, les frais d'assurance, les frais de contrôle technique, les frais de gestion de service, la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation, la cotisation patronale de solidarité CO2 due à l'ONSS, la TVA non récupérable sur tous les postes précités, l'impôt sur la partie de l'avantage de toute nature constitutive d'une dépense non admise. Et pour terminer, l'impôt sur la partie non déductible des postes précités. Voici maintenant la formule forfaitaire. La méthode est basée sur des valeurs forfaitaires.
Pour cette formule, une distinction est faite entre les voitures de société, qui sont soit louées ou en leasing, ou qui sont en propriété ou leasing financier. Dans les deux cas de figure, nous devons additionner une composante fixe et une composante variable. Passons au premier cas de figure, qui sont les véhicules loués ou en leasing. La composante fixe représente le coût annuel de location ou de leasing, plus les autres frais annuels moyens, plus la TVA non déductible, plus la taxe sur les frais de voiture non déductible, plus la contribution de solidarité en matière de CO2. Deuxième cas de figure, les véhicules qui sont en propriété ou leasing financier, la composante fixe représente la valeur catalogue de la voiture de société fois 0,25 plus la taxe sur les frais de voiture non déductibles plus la contribution de solidarité en matière de CO2. La composante variable est identique pour les deux cas de figure et est composée du calcul suivant. Il s'agit de faire 6000 plus la distance aller simple entre le domicile et le lieu de travail fois 2 fois 200 fois le coût de consommation au kilomètre. Le coût de consommation au kilomètre est égal à 30% de l'indemnité kilométrique prévue pour le remboursement des frais encourus par le collaborateur lorsqu'il utilise son véhicule privé pour des déplacements professionnels. Petite remarque, l'indemnité kilométrique à prendre en compte est celle en vigueur au moment de la détermination du montant du budget mobilité. Exemple pour ce dernier trimestre de l'année 2024, le montant actuel est de 0,4293 € par kilomètre. La partie variable sera égale à 0 si, premièrement, le travailleur ne dispose pas d'une carte carburant ou d'une carte de recharge liée à sa voiture de société, ou si les frais de carburant et ou d'électricité sont déjà inclus dans le coût annuel de la location ou du leasing. Ce sera donc inclus dans la partie forfaitaire fixe. Les avantages de la méthode des frais forfaitaires est premièrement une solution pour les travailleurs qui ne bénéficient pas effectivement d'une voiture de société. Dans ce cas précis, le calcul sur base de frais réels n'a pas de sens. C'est également une bonne solution dans le cas où il n'y a pas de données disponibles pour calculer le montant du budget mobilité sur base des frais réels. Exemple, un changement de fonction qui entraîne une modification de la catégorie de voiture. Quelle est la procédure d'information et de demande du budget mobilité? Au niveau de l'information, l'employeur doit informer chaque travailleur sur les conditions du budget mobilité, le montant individuel ainsi que la méthode de calcul appliquée. Le travailleur, s'il pense avoir droit au budget mobilité, il doit adresser une demande écrite à l'employeur afin d'échanger la voiture de société dont il dispose ou à laquelle il est éligible contre un budget mobilité. Remarque importante, le travailleur ne peut jamais être contraint de demander ce budget mobilité. L'employeur a le droit de refuser ou d'accepter la demande. Il communique sa décision également par écrit au travailleur. En cas de refus, la procédure s'arrête là et aucun budget mobilité n'est octroyé. Cependant, tout refus de l'employeur doit être justifié et basé sur des critères licites. En cas d'acceptation, la demande devient alors un document social à part entière et le premier paiement du budget mobilité ne pourra pas avoir lieu avant que l'employeur n'ait officialisé son accord dans le document social.
Voyons pour terminer ce webinaire les aspects administratifs et les nombreux avantages. Concernant l'administration, il faut rédiger une politique de budget mobilité. En cas de proposition du pilier numéro 1, la révision de la carte policy est également à prévoir. Et en cas d'acceptation d'une demande de budget mobilité, la formalisation de l'accord via une annexe au contrat de travail. Les avantages pour le travailleur sont les suivants. Ça offre des solutions écologiques et durables. C'est également une liberté de choix. Il n'y a pas d'obligation d'entrer dans ce système. C'est également une offre de certaine flexibilité sans aucune perte financière, mais aussi un moyen d'optimiser son salaire car il s'agit d'un remboursement d'un montant net. Pour l'employeur, les avantages sont tout aussi nombreux. Cela offre aussi des solutions écologiques et durables, avec une liberté de choix, encore une fois sans aucune obligation également pour l'employeur. C'est une neutralité budgétaire, il n'y a pas de coût additionnel engendré par ce système, et cela améliore fortement votre image d'employeur. Cela vous permet donc d'attirer et de faire de la rétention de personnel. Nous avons maintenant terminé notre présentation. Nous vous remercions pour votre attention et nous allons répondre à vos questions. Notre équipe de Rockstar se tient bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.